C'est janvier 2012 et un groupe de Néo-Zélandais arrive sur un site de lancement de montgolfières dans la petite ville de Carterton. Impatient de voir le lever du soleil sur la partie sud de l'île, le pilote leur a fait une brève introduction avant qu'ils n'entrent un par un dans la nacelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette incroyable aventure allait devenir la catastrophe de montgolfière la plus meurtrière de Nouvelle-Zélande. D'un crash désastreux dans la ville égyptienne de Luxor à une collision mortelle en Nouvelle-Zélande, aujourd'hui nous couvrons deux des pires accidents de montgolfière capturés en vidéo. Comme toujours, la discrétion des spectateurs est conseillée. Tôt le matin du 26 février 2013, des touristes ont commencé à arriver sur un site de lancement de montgolfière dans la ville égyptienne de Luxor. 20 personnes étaient de prévues pour monter à bord du ballon Ultra Magic N 4 de 5 exploité par la compagnie touristique Sky Cruise. Attirés par la promesse de vivre la beauté de Luxor depuis les hauteurs, on a dit aux touristes de s'attendre à des vues bien inégalées des attractions historiques le long du Nil, y compris la vallée des rois et le temple de Karnak. L'anticipation était grande et la promesse de voir le soleil levant illuminer la ville d'en haut était un argument de vente majeur pour le voyage. Mais l'excitation des passagers ce matin-là serait bientôt éclipsée par une épreuve terrifiante, celle qui résulterait dans l'accident de montgolfière le plus meurtrier de l'histoire. Le matin du départ du ballon, les touristes étaient invités à arriver au moins 30 minutes avant l'heure de décollage prévue pour permettre l'enregistrement, les briefings de sécurité et les dernières préparations du ballon. Luxor est une destination touristique très populaire, attirant des millions de visiteurs chaque année, et beaucoup choisissent de voir la ville d'en haut en faisant un tour en montgolfière. Le pilote du ballon, N4 de 5 en cette occasion, était Momin Murad Ali, qui avait accumulé des milliers d'heures dans les airs au cours de sa carrière, qui s'étendait sur près d'une décennie. Ces dernières années, des accidents de ballon ont soulevé à maintes reprises des inquiétudes quant à la sécurité du secteur. Un événement particulièrement mémorable s'est produit en avril 2009 lorsque 16 personnes ont été gravement blessées après qu'un ballon a atterri en catastrophe à Luxor. Suite à ces événements, la formation des pilotes a été renforcée et diverses mesures de sécurité ont été instaurées pour assurer la sécurité des passagers. Ces actions ont rassuré les touristes sur la sécurité des compagnies comme Sky Cruise. Juste au moment où le soleil commençait à se lever, le pilote de 29 ans, Momin, avait fini d'expliquer les précautions de sécurité à ses passagers et il était temps de décoller. Un par un, les passagers, principalement des touristes d'Asie et d'Europe, ont commencé à monter dans la nacelle du ballon. Parmi eux se trouvait un couple britannique, Michael et Yvonne Rennie, qui, comme la plupart des autres, étaient attirés par Luxor à cette période de l'année en raison des températures plus douces. Alors que les moments commençaient lentement à soulever le ballon dans l'air vers 6h15 du matin, l'excitation laissait beaucoup de passagers avec des papillons dans l'estomac alors que l'expérience unique en son genre commençait. Ceux à bord du ballon se saluaient les uns les autres et partagèrent des conversations informelles alors qu'ils regardèrent le paysage à couper le souffle de l'Égypte, maintenant éclairé par la chaude lueur orange du soleil levant. La beauté du paysage égyptien avec son désert et ses monuments était un spectacle à voir. Alors qu'ils se déplaçaient lentement dans le ciel, les touristes prenèrent des photos de la vue époustouflante en dessous. Vers 6h45, tout se passait selon le plan et Momin a communiqué par radio à l'équipage en bas pour les informer de sa descente prévue vers le sol et de son lieu d'atterrissage prévu. Moins de 15 minutes plus tard, Connie Matthews, une assistante de direction à l'hôtel Al Moudira de Luxor, faisait partie des centaines de personnes qui ont signalé avoir entendu une énorme explosion à distance de son lieu de travail. Plus tard, parlant du bruit, elle a dit « c'était un énorme bang ». C'était un bang effrayant, même s'il était à plusieurs kilomètres de l'hôtel. Certains de mes employés ont dit que leur maison tremblait. Bien qu'elle ne le sache pas à ce moment-là, Matthews venait d'entendre l'explosion de la montgolfière pilotée par Momin et les habitants de la ville regardaient avec terreur la boule de feu tomber du ciel. Mais comment les choses ont-elles pu mal tourner en si peu de temps ? Peu de temps après avoir parlé à son équipage, Momin a réussi à faire descendre la montgolfière à environ 3 mètres au-dessus du sol, juste avant 7h du matin. De là, il a lancé une ligne de descente à son équipe de 10 hommes au sol, employés pour aider à ancrer le ballon en toute sécurité. Mais quelques secondes plus tard, la situation s'est détériorée pour le capitaine.
Lors de la descente, la corde s'est enroulée autour d'un conteneur de gaz, le brisant. Cela a provoqué une fuite de gaz qui s'est enflammée à l'insu de l'équipage, déclenchant un incendie qui s'est vite propagé. Les touristes pleuraient et suppliaient l'équipage au sol de les aider alors que le feu engloutissait la nacelle qui flottait encore au-dessus du sol. Alors que l'incendie devenait de plus en plus fort, le capitaine Moman a pris feu et a décidé de se jeter au sol en dessous. Dans un moment de désespoir, Michael Rennie l'a suivi, se lançant par-dessus le bord de la nacelle, tombant d'une dizaine de pieds au sol. Tandis que des membres de l'équipage au sol se précipitaient pour aider le capitaine, se tenant encore la ligne d'ancre, incapables de la tirer, ont dû lâcher prise. Malheureusement, c'était une condamnation à mort pour les 19 touristes encore à bord du ballon. Alors qu'ils commençaient à monter rapidement dans le ciel, l'intensité du feu ne faisait qu'augmenter à chaque seconde qui passait. L'épouse de Michael, Yvonne et beaucoup d'autres passagers étaient pris au piège sans issue. De faibles cris de terreur pouvaient être entendus alors que le ballon continuait à monter de plus en plus haut dans l'air. Nous ne pouvons qu'imaginer la souffrance qu'ils ont éprouvée, alors qu'ils étaient projetés de manière incontrôlable dans les airs, tout en étant totalement engloutis par les flammes. Une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel et ceux qui se trouvaient au sol étaient forcés de regarder avec horreur. Environ 7 des passagers restants essayaient de sauter par-dessus bord pour se mettre en sécurité. Mais à ce moment-là, la montgolfière était trop haute dans le ciel et ceux qui ont sauté par-dessus bord sont tombés à leur mort. Pour ceux qui étaient piégés à bord comme Yvonne, toute cette épreuve a dû sembler une éternité. Mais l'incident a été rapidement mis à une fin abrupte moins de 2 minutes après son commencement. À environ 300 pieds de hauteur, la fuite de gaz a enflammé l'un des réservoirs de gaz, provoquant une puissante explosion qui a retenti à travers Luxor, s'entendant à des kilomètres à la ronde. Les images vidéo du carnage qui a suivi sont vraiment terrifiantes, car elles montrent le ballon en chute libre vers le sol et s'écrasant dans un champ de canne à sucre juste à l'ouest de la ville. Moins de 15 secondes plus tard, une deuxième explosion est entendue par les personnes aux alentours. Lorsque les services d'urgence sont arrivés sur les lieux, il est rapidement devenu évident que la plupart des passagers étaient de mort. Des débris carbonisés du ballon à air chaud et les corps des touristes étaient éparpillés à travers le champ. Michael a dû regarder avec horreur les restes brûlés du ballon tomber au sol. Alors que les services d'urgence le soignaient, un certain niveau de culpabilité et de tristesse a dû l'envahir, sachant qu'il avait laissé sa femme derrière lui. Ses actions ont probablement été motivées par rien de plus que l'instinct de survie et le désir de se mettre en sécurité. Mais en fin de compte, il a laissé sa femme derrière lui et c'était la dernière fois qu'il la voyait. Une mission de sauvetage d'envergure a été vite mise en place pour trouver des survivants. Alors que les autorités travaillaient sans relâche pour fouiller la zone, le pire des scénarios est devenu réalité lorsqu'ils sont tombés sur les restes de 9 touristes de Hong Kong, 4 du Japon, 2 de France, 1 de Hongrie et 2 de Grande-Bretagne, dont Yvonne, la femme de Michael. Momin a été transporté d'urgence à l'hôpital pour des brûlures couvrant 70% de son corps. Michael a aussi été hospitalisé pour ses blessures. Un troisième survivant, Joe Bampton, a également été découvert vivant. Alors que la montgolfière s'élevait rapidement dans les airs, son cœur battait probablement de manière incontrôlable, car il savait que rester dans la nacelle signifiait une mort certaine. En une fraction de seconde, il a pris la courageuse décision de risquer sa vie pour une chance de la sauver et s'est jeté par-dessus bord, plongeant de 160 pieds vers le sol en dessous. Brampton, un évaluateur d'enchères d'art de 40 ans, a miraculeusement survécu à la chute énorme et a immédiatement été emmené pour une chirurgie. Mais après 5 longues heures sur la table d'opération, il est décédé de ses blessures traumatiques. Les médecins de l'hôpital international de Luxor ont révélé plus tard que beaucoup des morts avaient subi des blessures internes graves et des brûlures sévères sur tout leur corps, soulignant la nature terrifiante de l'épreuve qu'ils ont vécue. L'événement est devenu connu comme le crash de montgolfière le plus meurtrier de l'histoire, coûtant la vie à 19 touristes. Le monde a exigé des réponses à la suite de la catastrophe et le gouvernement égyptien a été contraint de mener une enquête approfondie. L'autorité de l'aviation civile égyptienne a ensuite publié son rapport final sur l'incident le 7 janvier 2014. Il a révélé que la conduite de carburant qui fuyait et qui a conduit à l'incendie et à l'explosion était en usage depuis 2005.
Alors qu'un tel rapport suggère alors un certain niveau de négligence de la part de l'entreprise de tourisme, il ne fait rien pour les dizaines de familles qui ont perdu un être cher lors de cette horrible catastrophe. Pour ceux comme Michael Rennie, qui a survécu à l'épreuve terrifiante mais a été contraint de regarder sa femme périr, aucune quantité d'excuses ou de dédommagement ne peut compenser ce qu'il a perdu ce matin-là. Parlant de l'incident à une date ultérieure, il a rendu hommage à sa femme dans une déclaration sincère disant « Yvonne était mon roc, mon amie et mon épaule sur laquelle pleurer. Elle était mon monde. » L'accident dévastateur a conduit le gouverneur de Luxor, Ezat Saad, à prendre des mesures immédiates et à interdire tous les vols de montgolfières pendant un mois. Suite à cela, le chef de la chambre de tourisme de Luxor, Mohamed Osman, a accusé les autorités de l'aviation civile d'avoir abaissé les normes avant l'accident. À l'époque, il a affirmé « Ces gens ne font pas leur travail ». Ils ne vérifient pas les ballons et ils délivrent simplement les licences sans inspection. Les autorités nationales ont rapidement rejeté l'affirmation, notant que le ballon avait récemment subi une inspection. En retour, ils ont rejeté la faute sur le capitaine Momin, proposant qu'il aurait dû fermer les vannes de gaz et essayer d'éteindre le feu au lieu de fuir. Quel que soit le véritable responsable de cet accident mortel, l'événement reste un rappel frappant que le désastre peut frapper à tout moment et survient souvent quand on s'y attend le moins. Maintenant, alors que nous voyageons des rives du fleuve Nil aux collines ondulantes de la Nouvelle-Zélande, préparez-vous pour notre prochaine histoire, un récit tout aussi terrifiant et déchirant. Aux premières heures du 7 janvier 2012, le capitaine Lance Hopping a accueilli un groupe de 10 personnes à bord d'une montgolfière de modèle Cameron A210, affectueusement connue sous le nom de Monsieur Big. La journée était remplie de la promesse d'une aventure palpitante et d'une joyeuse balade à travers le ciel. Ils étaient loin de se douter qu'un soudain revirement de situation briserait leurs attentes et laisserait des familles de toute l'île du Nord dévastées. Après un rappel des consignes de sécurité, le saut a débuté à 6h38, d'un site de lancement à Carterton, une petite ville, à 1 heure de route de la ville de Wellington. Les passagers, remplis d'un sentiment d'émerveillement, contemplaient avec émerveillement la beauté de leur patrie alors que le ballon s'élevait lentement dans les airs. Parmi le petit groupe de 10 personnes sur le vol panoramique de 45 minutes se trouvaient Howard Cox et Diana Cox, un couple marié âgé de Wellington, Stephen Hopkirk, et Belinda Harder de la région de Lower Hutt, et Christian Jordan et Alexis Steele, un jeune couple de Wellington. Christian avait surpris Alexis avec le vol en montgolfière après 2 annulations précédentes, et tous deux étaient bien ravis de passer la matinée à admirer la beauté de la Nouvelle-Zélande depuis les airs. Les passagers inquiets du vol ont été rassurés après avoir rencontré Hopping, leur capitaine basé à Masterton et l'un des pilotes de montgolfière les plus expérimentés du pays. L'homme de 53 ans avait passé plus de 10 000 heures dans les airs et était même l'officier de sécurité d'un festival annuel de montgolfière organisé dans la région. Tout semblait parfait alors que Hopping faisait voler le groupe haut au-dessus du paysage environnant. Janvier est un mois d'été en Nouvelle-Zélande et le temps était parfait pour le ballon avec une lumière appropriée et peu de vent. Dérivant à travers le ciel, les passagers regardèrent avec émerveillement, partageant entre eux combien l'expérience était incroyable. Personne ne s'attendait à ce que la fin de leur vol se transforme en l'un des pires désastres aéronautiques de l'histoire de leur nation. Alors que les passagers regardaient attentivement par-dessus le bord de la nacelle pour saisir les derniers moments du lever du soleil, Hopping a commencé à se préparer pour sa descente vers le sol en dessous. Tout se passait bien et il a informé l'équipe au sol qu'il avait l'intention d'atterrir près de Somerset Road. Mais c'est alors qu'une série d'événements inattendus et tragiques a débuté. Alors qu'il se rapprochait du lieu d'atterrissage, des témoins affirment avoir vu la montgolfière commencer à monter et à s'éloigner du site d'atterrissage. Malgré cette manœuvre étrange, Hopping a contacté l'équipe au sol par radio et leur a dit de l'attendre sur le site d'atterrissage prévu auparavant. Après avoir parcouru encore 1300 pieds, le pilote a fait un virage en U serré et a commencé à revenir vers Somerset Road. Alors qu'il se rapprochait du site d'atterrissage, une rafale de vent a légèrement dévié le ballon de sa trajectoire et à environ 20 pieds du sol, il a été contraint de faire remonter le ballon une fois de plus. Mais cette fois, Hopping s'est retrouvé dangereusement proche d'une ligne électrique à proximité.
Cette ligne électrique particulière avait 33 000 volts d'électricité qui la traversait et alimentait Carterton et la zone rurale environnante au réseau national à la sous-station de Transpower à Masterton. Les passagers, qui avaient été en train de profiter du vol paisible, se sont maintenant retrouvés dans une situation tendue et potentiellement dangereuse. Hopping a activé les brûleurs pour monter plus haut que les lignes électriques, mais c'était déjà trop tard. Les passagers, maintenant pleinement conscients du danger dans lequel ils se trouvaient, se sont blottis au fond de la nacelle alors que le ballon se rapprochait lentement de la ligne. Soudain, le pilote a crié « Accroupissez-vous !» alors que le ballon heurtait les câbles. C'est à ce moment que les choses ont commencé à aller de mal en pis. Plusieurs fils se sont emmêlés au sommet du panier du ballon, près de l'endroit où se trouvait Hopping. Le groupe sentait qu'ils étaient en grand danger, alors que le pilote essayait frénétiquement de les libérer de l'emprise des lignes à haute tension. La panique s'est installée alors que le groupe s'inquiétait pour leur sécurité. On ne peut qu'imaginer l'horreur d'être coincé dans une situation qui échappe totalement à votre contrôle. Maintenant, visiblement en difficulté pour contrôler le ballon, Hopping a essayé de faire monter le ballon, mais la tension du fil l'en a empêché. Il a rapidement éteint le brûleur, espérant pouvoir libérer le ballon de l'emprise des câbles électriques, mais il a continué à monter de plus en plus haut, tirant les fils de plus en plus fort à chaque seconde. La tension était devenue trop forte et le ballon a été propulsé le long des fils conducteurs, provoquant une coupure de courant pour environ 3800 maisons dans la région. Mais c'était le moindre des problèmes du capitaine, car cette connexion avec la ligne électrique a provoqué la rupture de l'une des 4 bouteilles de gaz de pétrole liquéfié alimentant les brûleurs et un incendie s'est rapidement déclaré. Alors que les flammes engloutissaient le bas de la nacelle, les cris des passagers résonnaient à travers la Nouvelle-Zélande. Le feu s'est propagé de manière incontrôlable en quelques secondes, montant et mettant le ballon en feu. La chaleur intense et la fumée épaisse ont laissé les passagers craintifs pour leur vie. Alors que les flammes devenaient plus intenses, le groupe a crié à l'aide, mais il n'y avait rien que quiconque au sol pouvait faire, car ils étaient encore presque 70 pieds dans les airs. Sentant le danger sérieux dans lequel il se trouvait, 21 ans, et sa petite amie 19 ans ont sauté par-dessus le bord du panier. Malheureusement, ce qui était censé être une expérience romantique pour ce jeune couple s'est transformé en une condamnation à mort car aucun d'eux n'a survécu à la chute. Ceux qui restaient dans la montgolfière commençaient maintenant à s'étouffer avec la fumée épaisse et le feu commençait à brûler leur peau. Le feu a fait augmenter la chaleur de l'air à l'intérieur du ballon, le poussant encore plus haut jusqu'à ce que le câble ne puisse plus supporter son poids et il a cassé. Cela a envoyé le ballon propulsé vers le haut dans les airs et lorsqu'il a atteint près de 500 pieds, il était totalement englouti par les flammes. Ceux qui étaient au sol, y compris les proches des passagers, ne pouvaient que regarder avec horreur alors que le petit groupe à bord de ce vol panoramique était brûlé vif. Des cris terrifiants résonnèrent du ciel alors que les passagers souffraient d'une agonie inimaginable. Après quelques instants, la toile du ballon a été détruite par l'incendie, laissant la nacelle tomber rapidement au sol. Des débris se sont écrasés dans un champ au sud de la route de Somerset. Les secours arrivés rapidement sur place ont été confrontés à une scène d'horreur. Les restes des passagers étaient éparpillés à travers le champ et leurs corps étaient sévèrement brûlés au-delà de toute reconnaissance. Les ambulanciers ont déclaré que tous les passagers étaient décédés sur place. 8 ont péri dans l'incendie et le crash, tandis que Christian et Alexis ont été découverts à environ 700 pieds de l'endroit où les restes du ballon sont retombés au sol. Les familles des défunts ont été choquées, sachant combien leurs proches ont souffert dans leurs derniers moments. Ils auront bientôt besoin d'une explication sur comment un tel incident horrible s'est produit. Cette responsabilité est tombée sur la commission d'enquête sur les accidents de transport qui est arrivée sur le site calciné quelques heures après l'événement terrifiant. Ils ont examiné ce qui restait du ballon et des lignes électriques qui avaient provoqué son incendie, recueillant les preuves qu'ils pouvaient et les emmenant dans les installations de la commission. Les coroner ont mis près de 2 jours à évacuer toutes les victimes du site de l'accident, alors qu'ils commençaient à enquêter sur les causes. Les 11 personnes qui se sont aventurées dans le ciel ce jour-là ont été emmenées à l'hôpital de Wellington pour être officiellement identifiées et examinées. Dans les mois qui ont suivi, la commission a publié plusieurs rapports imputant une partie de la responsabilité aux pilotes. Leurs conclusions, bien que difficiles à entendre, ont apporté un certain apaisement aux familles.
Ils ont conclu que le pilote n'avait pas l'intention d'atterrir dans le pré entouré de lignes électriques et que c'était une manœuvre dangereuse de laisser le ballon descendre en dessous du niveau des lignes électriques. Ils ont indiqué que lorsque le ballon a touché les lignes électriques, Hopping aurait dû suivre les consignes du fabricant et aurait dû utiliser le système de déflation rapide au lieu de forcer le ballon à monter plus haut. S'il avait fait cela, il suggère que les occupants du ballon auraient eu une meilleure chance de survie. De plus, ils ont découvert que le certificat médical de Hopping avait expiré 6 semaines avant l'accident, ce qui signifie qu'il n'aurait pas dû piloter n'importe quel type d'aéronef commercial. En avril 2015, la famille des victimes s'est sentie en colère et découragée suite aux conclusions du coroner Peter Ryan. Dans son rapport, il a révélé que Hopping avait une substance bien connue dans son système au moment du vol. Malgré l'absence de preuves d'utilisation avant le décollage, les déclarations de proches ont révélé que le pilote consommait la substance chaque semaine. Selon Ryan, les effets à long terme de la substance psychoactive auraient pu avoir un effet profond sur sa perception et sa réflexion. Le médecin légiste a conclu que l'accident était entièrement évitable et causé par une erreur de jugement significative de la part du pilote. Il prétend que la substance dans son système aurait pu être la raison pour laquelle il a essayé de grimper au-dessus des lignes électriques une fois que le ballon a été pris, plutôt que de faire une déchirure, dans laquelle le ballon a été rapidement dégonflé. Ryan a déclaré s'il l'avait fait, il semble qu'il y aurait eu une chance significative que toutes ces vies auraient été sauvées. À la suite de l'horrible accident, la commission a proposé plusieurs nouvelles lois visant à interdire l'utilisation de toute substance altérant les performances dans tous les modes de transport. Bien que cela aurait dû être une nécessité pour tout pilote transportant un grand groupe de personnes, malheureusement, beaucoup ont pu s'en sortir en raison de tests insuffisants. Ils ont également recommandé que l'autorité de l'aviation civile de Nouvelle-Zélande s'occupe de tous les problèmes de maintenance de l'industrie du ballon et s'assure que toutes les réglementations de sécurité sont respectées à un haut degré. Mais de telles déclarations ne font pas grand-chose pour les familles qui sont forcées de vivre avec la nouvelle que leurs proches auraient pu survivre si les procédures appropriées avaient été suivies ce jour fatidique. Quant aux passagers de cette excitante balade, il a suffi d'un léger manque de jugement pour transformer cette merveilleuse expérience en la catastrophe de montgolfière la plus meurtrière de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Quelles sont vos pensées à propos de ces incidents terrifiants ? Dites-le dans les commentaires. Pour soutenir la chaîne, rejoignez-nous et profitez d'avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et courageux.